On a tous déjà vécu ça, hein. On est bloqué sur un problème et puis soudain, comme par magie, la solution apparaît. C'est le fameux moment Eureka. Mais alors, comment ça marche au juste, ces éclairs de génie? Et si en fait la clé, c'était pas l'illumination, mais plutôt notre capacité à détruire nos propres certitudes? Alors, cette question, eh bien, pendant très longtemps, il n'y avait qu'une seule réponse, ou presque. Une théorie super séduisante, c'est vrai, mais qui, on va le voir, est loin de tout expliquer. Alors voilà l'histoire officielle, si on veut, celle proposée par Graham Wallace en 1926. Premièrement, on se creuse la tête sur un problème. Ensuite, on lâche l'affaire, on fait une pause, on va marcher. C'est la phase d'incubation. C'est là que, soi-disant, notre inconscient prend le relais. Et puis, paf, c'est l'illumination, la fameuse ampoule qui s'allume. Pour finir, on vérifie si notre idée géniale tient la route. Ça a l'air logique, non? Justement, cette logique, elle a un peu titillé un psychologue du nom de Gary Klein. Il s'est rendu compte que ce beau modèle, bien propre, eh bien, il ne collait pas du tout à la plupart des vraies découvertes, celles du monde réel. Il y avait un truc qui n'allait pas. Par exemple, ce modèle en 4 étapes. Il fait quoi des idées de génie qui arrivent complètement par hasard? Prenez la découverte de la pénicilline par Fleming. C'est juste une moisissure qui apparaît par surprise dans une boîte de pétri. Ça ne rentre dans aucune case de ce modèle. Mais à quel point c'est déconnecté? En fait, pas qu'un peu. Klein a trouvé plusieurs gros problèmes. Déjà, le modèle de Wallace, il ne s'intéresse qu'aux réussites. Il oublie toutes les fois où les gens ont préparé et où rien n'est arrivé. Et surtout, le chiffre qui tue, Klein a étudié 120 cas de découverte et moins de 10% suivaient ce fameux schéma. Autant dire quasiment rien. Il fallait donc trouver une autre histoire, une meilleure explication. Et cette meilleure histoire, selon Klein, c'est que l'idée de génie, ce n'est pas juste un flash. Non, c'est bien plus profond. C'est un changement radical dans l'histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est un basculement total de perspective. Pour Klein, une idée de génie, c'est le moment précis où une de nos croyances les plus profondes, ce qu'il appelle un point d'ancrage mental, est pulvérisée et remplacée par une autre. Et une fois que ça arrive, c'est fini. Impossible de faire marche arrière. On ne voit plus jamais les choses de la même façon. Alors, pour comprendre comment on en arrive à faire basculer ces fameux points d'ancrage, Klein a fait un truc simple. Il a analysé 120 cas bien réels de découverte. Son but, c'était pas d'inventer une nouvelle théorie sortie de nulle part, mais de voir si des schémas, des patterns se dégageaient. Et bingo, il en a trouvé 3 principaux, c'est ce qu'il a appelé le modèle du triple chemin. Alors, le premier chemin, celui-là, il se déclenche quand on tombe sur un truc qui cloche, un détail qui ne colle pas du tout avec ce qu'on s'attendait à voir. Ça commence souvent par une sorte de choc, cette impression bizarre que quelque chose ne tourne pas rond dans notre vision du monde. L'histoire qui suit, elle est bien réelle et elle illustre ça à la perfection. Imaginez la scène, 2 policiers coincés dans les bouchons. Le plus jeune des deux mate la voiture de devant, une super BMW toute neuve qui brille. Et là, il voit le conducteur qui tire une latte sur sa cigarette et qui fait tomber les cendres comme ça, tranquille, sur la sellerie en cuir toute neuve. Là, le jeune flic, il bug. Il se dit « Mais qui ferait ça? Sérieusement? Pas le propriéto, c'est sûr, même pas un pote du proprio. » Ce geste, ce tout petit geste, il contredit complètement l'histoire qu'on s'attendrait à voir. Celle d'un type super fier de sa caisse de luxe. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que l'idée de génie arrive. L'ancienne histoire, c'est un proprio fier, s'effondre. Et une nouvelle prend sa place, instantanément. Ce n'est pas sa voiture, c'est une voiture volée. Et c'est exactement ça. L'idée de génie est née d'une toute petite contradiction qui a fait exploser la mauvaise histoire. Bon, passons au deuxième chemin. Lui, il est très différent. Il apparaît quand on est complètement coincé, quand toutes les solutions logiques ont été testées et ont échoué, quand on est vraiment au pied du mur dans une situation qui semble sans issue. L'exemple le plus connu et le plus extrême, c'est l'histoire d'Aaron Ralston, cet homme qui s'est retrouvé coincé, le bras écrasé sous un rocher. Son point d'ancrage mental, sa croyance bloquante, elle était simple. Un couteau émoussé ne peut pas couper un os. Et c'est ça qui le paralyse. Il essaye de s'amputer sans succès. Et puis, dans un moment de désespoir total, l'illumination, il n'a pas besoin de couper l'os. Il peut le casser d'abord. En changeant juste cette hypothèse, il trouve la solution et il se libère. Vous voyez, ce chemin-là, il n'a rien d'un accident. C'est une recherche active, volontaire. La question à se poser dans ces moments-là, c'est: quelle est la croyance qui est en train de me piéger? Quel est le truc que je tiens pour acquis et que je dois absolument laisser tomber pour m'en sortir? Allez, troisième et dernier chemin. Celui-là, il ne s'agit pas de détruire une vieille histoire. Non, il s'agit d'en construire une toute nouvelle, en ajoutant une information, une nouvelle pièce au puzzle. Prenons l'exemple de la découverte du sida.
Au début des années 80, un médecin, le docteur Michael Gottlieb, reçoit un patient avec une forme de pneumonie super rare. Ok, c'est un point de données isolé. Puis, quelques mois plus tard, un deuxième patient avec les mêmes symptômes. Puis un troisième. Là, ça devient une coïncidence qui l'intrigue. Il continue de chercher et il ajoute une autre info. Il fait un lien de plus. Ils sont tous homosexuels. En connectant tous ces points, il ne détruit pas une croyance. Il en bâtit une nouvelle, un tout nouveau point d'ancrage. Il est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle épidémie. Bon, comprendre ces 3 chemins, c'est déjà pas mal. Mais alors pourquoi c'est si difficile d'avoir des idées de génie? Et bien souvent, le problème, ce n'est pas nous. C'est plutôt les systèmes, les organisations dans lesquelles on évolue. Et c'est là qu'on met le doigt sur un conflit majeur. D'un côté, les organisations, elles veulent quoi? De la prévisibilité, zéro erreur, que tout roule sans accroc. Mais de l'autre, les idées de génie, elles naissent de quoi? Des surprises, des anomalies, du chaos? C'est l'ADN même de la plupart des organisations qui, sans le vouloir, étouffe l'innovation dans l'œuf. Ce que dit Klein, c'est que si les boîtes veulent vraiment innover, elles ne devraient pas ajouter des tonnes de processus de créativité bidon. Non, la meilleure chose à faire, c'est de supprimer tout ce qui empêche les gens de remarquer les trucs qui clochent, de faire des liens inattendus ou d'oser prendre des risques quand ils sont coincés. Il a même développé un outil super concret pour ça, le pré-mortem. L'idée est géniale. Au lieu d'attendre qu'un projet se plante pour faire un post-mortem et comprendre pourquoi, on fait l'inverse. Au tout début, l'équipe se réunit et imagine que le projet est un échec total. Et à partir de là, il liste toutes les raisons possibles de ce fiasco. Ça permet de critiquer sans tabou, de voir les failles dès le départ, mais sans casser l'ambiance. Et attention, ces outils, ce n'est pas de la psychologie de comptoir. Ils sont le résultat de décennies d'études sur le terrain à observer comment des experts, des pompiers, des pilotes, des chirurgiens, prennent des décisions vitales en pleine urgence. Bref, c'est du solide ancré dans le monde réel. Au final, ce qu'on comprend, c'est que les idées de génie, ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à tous ceux qui gardent leur curiosité, qui osent remettre en question ce qui paraît évident et qui ont le courage de démolir leurs propres certitudes pour en reconstruire de nouvelles. La question, ce n'est donc pas tant comment avoir plus d'idées, mais plutôt quelle est la croyance, la certitude que l'on tient pour acquise et qu'il serait peut-être grand temps de remettre en question.